Amis des LC Hermet, bonjour. Des LC Hermet qui permettent de mesurer différents paramètres sur les résistances, les condensateurs, les selfs. Je vous en ai déjà montré quelques-uns. Ça va du petit système testeur genre TC1 chinois qui a une précision, on va dire, pas forcément hyper top, qui mesure relativement peu de paramètres sur ces composants-là, mais qui ont là quand même l'avantage de ne pas coûter cher d'abord, et d'être facile à utiliser. Donc c'est, je veux dire, un petit peu le bas de gamme. Je vous ai montré d'autres qui sont déjà un petit peu plus haut de gamme, mais c'était généralement des modèles, on va dire, portables. Aujourd'hui, on va regarder un que j'ai trouvé sur Banggood qui m'a tapé dans l'œil, qui est ce qu'on appelle un modèle de table. C'est-à-dire quelque chose qui est un appareil comme ceux qu'on voit derrière moi, qui sont faits pour, donc, généralement à la poste. Ils sont pas faits pour être baladés comme ça. Ils ont souvent, c'est le cas de celui-là, une alimentation secteur, donc on n'a pas à s'occuper de piles, trucs comme ça, et éventuellement ils ont un coffret qui permet de les empiler, de poser des choses dessus. Et surtout, ils sont parfois aussi un petit peu plus, alors pas forcément plus puissants, mais ils peuvent avoir des interfaces un peu plus simples, à mesure où ils ont moins de contraintes de place, d'être transportables et de ne pas être trop volumineux. Un LC Hermet, pont de mesure RLC, enfin on appelle ça de différentes façons. Alors ça mesure à la base, je veux dire, les valeurs, enfin, la donnée principale souvent d'un condensateur, d'une self, d'une résistance, savoir sa valeur en ohms, en microfarad, enfin en farad et ses dérivés, et en RIS, ou aussi c'est sous multiples généralement. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui détermine la qualité de ces composants, il y a d'autres paramètres. Alors, on connaît souvent sur les condensateurs le fameux ESR, l'équivalent de série résistor, ce qui est surtout important pour les condensateurs électrolytiques, parce que quand elle est trop haute, ça les fait chauffer et ça les fait vieillir prématurément, comme je vous l'ai souvent montré. Mais voilà, il y a d'autres valeurs qu'on peut mesurer, comme on va voir. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de rentrer justement dans le détail de ça. Je mettrai peut-être quelques liens si vous voulez avoir plus de précision. Mais voilà, on va voir que un LC Hermet, donc ça peut permettre de mesurer ces valeurs, comme on va le voir, mais aussi éventuellement d'avoir faire du tri facile, de l'appariement. Ça va quand même beaucoup plus loin que des petits testeurs de base, et surtout la justesse de leurs mesures est directement proportionnelle au prix. Là, l'appareil que je vais vous présenter, en gros, il est donné, alors ça dépend des gammes, mais en gros pour 0,2% de justesse, ce qui est déjà pas mal, et ce qui permet donc de faire des mesures assez précises, comparé à ces petits modules chinois genre TC1, qui à mon avis sont même bien étalonnés, beaucoup moins précis que ça. Mais bien sûr, comme tous les appareils de mesure, plus on veut de la précision, plus ça coûte cher. Et l'appareil que je vais vous montrer ici, il est dans une gamme de prix quand même relativement importante, entre 200 et 300 euros, si je me rappelle bien, ce qui est quand même un investissement assez important, éventuellement surtout pour un amateur. Après, donc, c'est un appareil où, comparé à un oscilloscope ou à une alimentation ou même un bon multimètre, c'est pas le premier appareil dont on a généralement besoin. Après, si on fait de l'audio de précision, si on fait de la HF, en gros, un petit peu tout ce qui va être analogique, ça peut parfois être intéressant, voire indispensable, d'avoir un bon appareil justement de mesure, et surtout qu'on va voir de pouvoir facilement appairer aussi les valeurs sur certains trucs de précision. Donc nous allons découvrir ensemble cet appareil, et puis même si vous n'avez pas l'intention d'en acquérir un, ça peut aussi vous montrer un petit peu, vous donner une idée de comment ça se présente, et un petit peu de quoi c'est capable. Alors c'est parti, voyons ça ensemble. Alors découvrons ensemble ce qu'il y a dans ce magnifique carton. Je ne l'ai pas encore ouvert non plus moi-même, allons-y. Il y a. Voilà, donc comme on peut voir ici, une boîte qui contient sans doute quelques accessoires. Oh, c'est plutôt léger, on va regarder ça. Et là, deux coques en mousse, voilà, très classique, qui contiennent, on peut le voir ici, l'appareil dans ce sac plastique. Bon, apparemment, il n'a pas du tout souffert du trajet, il faut dire que ça a l'air de bien protéger. Alors, regardons ça plus en détail. Cette boîte qui contient
Alors, pas grand chose. Il y a un cordon d'alimentation avec une prise chinoise. Donc, c'est un cordon, je veux dire, tout à fait standard, donc pas vraiment gênant. Deux fusibles de rechange, un certificat de qualité et de garantie, des cordons, donc ça c'est des cordons, voilà, comme on peut voir, munis de pinces Kelvin. C'est plutôt une bonne chose, hein. De toute façon, je ne connais pas de LC Hermès de précision qui n'utilise pas des pinces Kelvin, hein. Je ne vais pas revenir sur ce principe, hein, de la mesure à 4 fils, hein, que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Et là, des prises BNC qui, ma foi, ont l'air plutôt de bonne qualité. Impeccable. Et là, un manuel en anglais qui donne un certain nombre d'instructions. Par contre, il n'y a pas de CD. Je sais pas, il y a peut-être un truc à télécharger. Voilà. Alors voilà l'engin. Donc il y a, comme on peut le voir, c'est plutôt bien, une protection sur l'écran. Alors l'impression comme ça est plutôt bonne, c'est assez lourd, hein, quand même. Voilà, donc derrière on peut voir une prise de 120. Alors, attention, il y a manifestement un sélecteur de tension ici, 220-110, donc bien sûr bien vérifié, là on est sur 220, c'est bon. Prise USB, RS232, là un truc marqué Handler, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, et là nous avons la face avant, avec un bouton de mise en route. Alors ça c'est pas un bouton de mise en veille, c'est un vrai bouton, et moi personnellement je préfère ça. Là un certain nombre de boutons de fonction qu'on va regarder. C'est un clavier souple, c'est tactile. Ça donne une impression de plutôt bonne qualité. Les caoutchoucs ici sont, on voit, c'est agrippant. Enfin, je veux dire, la pression est plutôt bonne. Là, on voit qu'il par contre, il y avait manifestement une ouverture pour une prise USB probablement qui n'est pas disponible. Là, on a une prise de terre. Bon, comme ça a l'air plutôt bien. Alors, on va le brancher puis on va voir ça. Et ben, c'est parti. On va pouvoir regarder un peu plus en détail cet appareil. Alors, je le branche. Voilà, un petit écran de welcome en chinois. Et ça démarre. Donc, on peut le voir, c'est relativement rapide. Alors, il y a quelques réglages de système qu'on peut aller ici, comme on peut le voir. Bon, on voit le modèle, la version, enfin le truc classique. On peut choisir la langue entre anglais et chinois, il n'y a pas français. La brillance de l'écran. Si on veut avoir un bip sur les touches, et si on le remet en route, on retrouve les derniers réglages utilisés ou les réglages par défaut, ce qui est, ma foi, assez classique. Normalement, donc, on doit brancher ces pinces, hein, qu'on appelle Kelvin, hein, qui sont des pinces sur lesquelles arrivent deux fils, hein, le fil qui envoie, on va dire, la tension de mesure quelque part, hein, et le fil qui derrière la mesure. Ça permet de réellement mesurer les valeurs entre les deux extrémités de ces pinces Kelvin et de ne pas prendre en compte les parasites et les résistances des fils, la capacité des parasites et ainsi de suite. Donc c'est ça l'idée. Là on a une prise de terre qu'on peut relier à la terre sur certaines mesures, par exemple s'il y a des blindages sur certaines selfs ou trucs comme ça. Et derrière, c'est assez classique. À la base, il est en mode automatique, donc c'est lui qui essaye un petit peu de déterminer s'il doit mesurer une résistance, un condensateur ou une self, sachant que sur des petites valeurs, des fois, il ne sait pas trop, mais on va voir qu'on peut facilement choisir, et en fonction après des mesures, on peut voir un certain nombre de paramètres. Alors, la mesure la plus simple qu'on peut commencer à faire, c'est de la mesure de résistance pure. À ce moment-là, on n'a pas intérêt à être comme ça. Si je veux faire la mesure de résistance continue, on va se mettre en mode résistance continue. Voilà, à ce moment-là, on voit que la fréquence est 0 Hz, hein, vu que c'est du continu. On voit qu'il dire que on peut même régler sur quelle tension ça le fait. Là, on voit que c'est sous 1,5 volts. Et alors, on peut déjà vérifier le 0, qui avec des pinces Kelvin doit être vraiment très très bon, dans la mesure où il ne prend pas en compte la résistance des fils.
Et là, on voit que c'est parfait, bah, on a bien 0, c'est la moindre des choses. Ici. Là, par exemple, on va faire un exemple de mesure de cette résistance, qui est une résistance de 10 kΩ à 0,05%. Une résistance, ma foi, assez précise, et on va regarder ce qu'il en dit. On peut voir qu'il est tout à fait dans ses specs. Alors, je rappelle tout de suite, parce que je ne vais pas le redire après à chaque mesure, mais que cet appareil, comme tout appareil de mesure, il donne, par exemple, dans ses spécifications, bah, voilà, pour chaque gamme, pour chaque type de mesure, la précision, enfin la justesse hein, de ces mesures, sous forme à la fois d'une erreur relative, qui est en pourcentage, plus ce qu'ils appellent 3 watts et 3 digits. Par exemple, si on dit, je sais pas moi, 5% et 2 digits, ben, ça veut dire que il y a une erreur qui peut être de 5% et une valeur numérique de 2, indépendamment du pourcentage. Ce qu'il faut toujours, donc, pour se faire une idée de la qualité d'un instrument, c'est vérifier qu'il est bien dans ses spécifications. Donc là, je prends une résistance qu'a priori, je n'ai pas en doute, donc qui est elle-même, comme on l'a vu, à 0,05%. Et derrière, bah, je regarde la mesure, et bah, je regarde aussi donc l'erreur de mesure que j'ai ici. Donc là, je vois j'ai 0,0. Bon, je vous passe les maths, mais l'idée, c'est de se dire, compte tenu de la tolérance de ce qu'on mesure et de la tolérance de l'appareil, est-ce qu'on est dans la marge d'erreur prévue? Ici, c'est le cas. Donc, voilà, je peux pas, j'ai aucune raison là, de dire que cet appareil serait pas bon, parce qu'il ne m'affiche pas 10,00, même si ma résistance a été pile poil de 10 kg. J'ai vu une fois, je me rappelle, quelqu'un qui disait qu'il avait un voltmètre comme ça qui était faux, mais en fait, pas du tout. Quand on regarde la doc je me rappelle, du 10 voltmètre qui était pas terrible, il était largement dans ses specs. Voilà, hein, c'est comme une résistance. Si on achète une résistance à 10%, bah, si on mesure 5% d'erreur, à la limite, il faut même s'estimer plutôt content, alors que c'est pas forcément terrible. C'est pour ça que généralement, aussi bien sur les composants que sur les appareils de mesure, souvent, on donne ici quelque chose de tolérant. Donc ce qui est important, parce que j'ai joué quand même pas mal avec cet appareil là, avant de vous le montrer, c'est que partout où j'ai été, il est toujours dans ses specs. Alors bien sûr, j'ai pas forcément tout mesuré, d'ailleurs je suis pas forcément équipé pour le faire, et j'ai pas forcément les étalons qui me permettent de le faire, mais en le comparant avec d'autres appareils que j'ai, et par rapport à ce que j'ai pu voir, il est complètement dans les specs qu'il annonce. Ce qui est plutôt bon, et à la limite, ça veut dire que moi, à ce niveau-là, je peux rien lui reprocher. Je peux dire, pour un appareil de ce prix, c'est aussi un petit peu le minimum qu'on peut attendre. Donc voilà ici là, la façon de mesurer des résistances continues. Alors on peut mesurer d'autres sortes de résistances. Alors on appréciera bien sûr surtout d'avoir des pinces clean pour des résistances faibles. Là, j'ai une résistance, là, on voit qui est de l'ordre de 0,22 ohms, hein, quelque chose comme ça. Le fait d'utiliser, comme on le voit, là, des pinces Kelvin, bah, ça me mesure réellement la résistance sans prendre en compte la résistance des fils. Si je mesurais ça avec un ohmmètre classique, j'aurais forcément une erreur, parce que la résistance du cordon est non négligeable par rapport à celle de la résistance. Alors voilà pour déjà les mesures en continu. Alors après, si on va mesurer une self, donc là j'ai une self de 10 millihenries. Donc là en mode auto, on va voir. Alors là, c'est pas du tout dit que là il est détecté sur une seule, parce que c'est aussi à la fois une résistance. Alors de toute façon, quand il n'y arrive pas, parce qu'il n'y arrive pas toujours, mais ça c'est propre à tous les CRMET en mode automatique, bah là on va pouvoir le forcer. Et là, je lui dis donc de me mettre en mode mesure. Alors, on voit qu'il y a toujours LS, LP. Ça correspond à un mode de mesure série parallèle. Donc, c'est pareil, c'est très commun dans tous les CRMET. Généralement, c'est lui qui va décider si la façon de mesurer. Alors, on peut le forcer. Ici, série parallèle, mais c'est pareil. Bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop compliqués. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans bien des cas, le mode automatique est largement suffisant. Et je le conseille. Maintenant, quand vraiment on veut faire des mesures très spécifiques, on peut le savoir. Mais là, il montre bien en fait le mode wheel. Donc pour chaque mesure, on retrouvera ça dans les condensateurs. On a ici donc la mesure de l'inductance, donc il me trouve bien 10 millihenries. On a la fréquence auquel il la mesure, avec quelle impédance. Éventuellement, s'il y a une tension continue, ici il n'y en a pas. Et en plus de la valeur principale, il va pouvoir afficher différentes valeurs. Ici, par exemple, on a X.
X correspond à la réactance. Hein, alors encore une fois, je ne vais pas faire un cours sur les sur les inductances et capacités, mais enfin, en gros, la réactance, faut savoir, c'est quelque part la partie en maths, ça correspond un peu à la partie imaginaire. Enfin, on va dire que quand c'est positif, c'est quelque chose qui est inductif. Quand c'est nul, c'est purement résistif. Quand c'est négatif, eh ben, c'est capacitif. Donc c'est un des paramètres. Là, on va pouvoir défiler différents paramètres. Donc D, hein, pareil, le système d'absorption, le Q qui est très important, hein, qui est le facteur, ce qu'on appelle le facteur de qualité des selfs. Ici, l'angle de déphasage. Et ici, le fameux ESR, alors qui est plus important sur les condensateurs que éventuellement sur les selfs. Mais voilà, qui donne en gros sa résistance ohmique quelque part. On peut le voir un petit peu comme ça. Sur cet appareil, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer l'impédance, qui elle, bien sûr, descend de la fréquence. Donc on peut changer la fréquence. Voilà, par exemple, là je suis à 100 Hz. On voit qu'à 100 Hz, eh ben, j'ai une impédance de 98 ohms. Impédance qui va avoir tendance à augmenter avec la fréquence, comme on peut le voir, ce qui est le propre des selfs. On verra qu'avec un condensateur, c'est différent. Alors, comme j'ai dit au début, cet appareil il existe avec plusieurs types, et le 4501, celui-là c'est le plus bas de la gamme, il ne monte en fréquence que jusqu'à 10 kHz. C'est voilà la différence. Après, tout dépend de ce qu'on fait. Moi, personnellement, ça me suffit largement. Alors, comme beaucoup de valeurs sur cet appareil, là, on voit qu'il y a des valeurs prédéfinies, mais on peut les changer. Je peux très bien avoir, en faisant Enter ici, une valeur que je peux rentrer carrément. Si je veux savoir exactement à 50 Hz, et ben voilà, je peux le savoir facilement. C'est réglable au Hertz près, hein, sur toute la gamme quasiment. Sur tout ce qu'on mesure, on va avoir la possibilité d'avoir des mesures de tolérance. Alors ça va permettre par exemple de trier, si j'ai des selfs, celles qui sont à 1%, à 10%, ou celles qui sont dans une tolérance, ou de faire ce qu'on appelle des appariements. C'est très important dans les filtres. Par exemple, dans certains filtres, c'est pas tellement la valeur de deux condensateurs exacts qui est intéressante, mais c'est d'avoir deux condensateurs, ou de résistance, ou de self, qui ont les valeurs les plus proches possibles. Alors pour faire ça, on va rentrer en mode compare, voilà, et on peut mémoriser un certain nombre de classes de valeurs. Là par exemple j'en ai fait 3, c'est moi qui rentrais déjà ces valeurs, hein, je vous le montre pas, enfin voilà, on rentre avec le clavier. J'ai fait 1 c'est 1%, 2 c'est 5%, 3 c'est 10%. Et là je vais rentrer la valeur nominale. Alors par défaut quand on rentre dans ce menu-là, il prend la valeur actuelle comme valeur nominale. C'est-à-dire que là c'est justement si je fais de l'appariement, ça va me permettre après de savoir d'autres selfs, à quel pourcentage je suis par rapport à d'autres. Mais je peux aussi là rentrer la valeur de base. Et là je vais dire, voilà, moi je veux savoir si là j'étais pile poil, si ma valeur de base c'était 10 000 Henry, ben, savoir si elle est plutôt dans la gamme des 1%, 5% ou 10%. Là je sauve la configuration, et voilà, là il me met bin 2. Ça veut dire que pour lui, elle est à 5%. S'il me mettait 1, ça veut dire qu'il estime qu'elle est à 1%. Et à ça, on peut régler exactement à 0,1% près, hein, justement le niveau d'appariement qu'il faut facilement. À tout moment, on peut sortir de ce mode comp là, voilà, en sortant de ce mode comparaison. Bon, après, on va retrouver des trucs très communs comme le hold. Hold, à un moment donné, ça mémorise la mesure. Voilà, on peut choisir la vitesse de mesure, hein, ça peut aller de très rapide, mais bon c'est un petit peu emmerdant parce que ça varie très vite, médium ou slow, ici comme on veut. On a un offset nul, alors ça c'est aussi intéressant dans la mesure où si je mets ici nul, ça veut dire qu'il prend la dernière mesure comme référence et ça me permet de voir la différence qu'il y a avec d'autres systèmes. Alors, on va pouvoir maintenant mesurer un condensateur, par exemple. Et j'ai choisi comme exemple un petit condensateur au tantal de, normalement, 100 microfarads. Alors, allons-y. Alors, quelque chose qu'il faut faire attention, parce que là, c'est assez bizarre. À mon avis, c'est un petit défaut de l'appareil. Donc là, je vais choisir condensateur. Et on voit qu'il me donne bien la valeur de la capacité. Ici, quand il est dans ce mode-là, il n'y a pas de polarisation. C'est-à-dire qu'il le mesure, on va dire, comme un condensateur non polarisé. Mais quand on mesure des condensateurs polarisés, on a tout intérêt à utiliser ce menu ici qui, lui, fait une polarisation. Ici, on voit bias
là de 1,5 volts, mais polarisation qu'on peut éventuellement changer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il donne bien des pinces, comme on le voit, Kevin, avec une rouge et une noire, et a priori c'est polarisé, mais c'est pas marqué. Et pourtant, si on regarde la photo qu'il y a là, on distingue vaguement que normalement il y a une sérigraphie qui marche que ça. Alors, est-ce que c'est un défaut de cet appareil ou autre? Enfin, toujours est-il qu'il faut savoir que ça, il faut considérer que c'est plus, c'est-à-dire qu'il faut brancher les deux fils ici Kelvin plus, qui d'ailleurs ne sont pas repérés, et ça, c'est moins. Alors, faut faire très attention, hein, je veux dire, c'est pas grave d'intervertir ces deux-là, hein, ici. Par contre, faut pas intervertir celui-là et celui-là, parce que bah, là, pour le coup, ça marchera pas. Alors, je pense pas que ça endommagerait l'appareil, mais ça donne des mesures fausses. Donc là, quand je suis en mode capacité, ben là j'ai la capacité, voilà, 103 microfarads, et je vais retrouver là différentes valeurs. Ici, voilà, onde de perte, le SR, et toujours, comme j'ai dit, la réactance, qui là, donc est négative pour un condensateur, ce qui est la moindre des choses. Voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil. Bon, après, la doc est relativement bien faite. On l'a en PDF, et ici, on va dire que la PDF, c'est la même que celle-ci. Mais il est agréable à utiliser. Il répond vite, on peut le voir. Il a un affichage qui est lisible. Donc, j'en suis plutôt content. Où il y a un truc, par contre, où je suis un peu moins content, c'est... comme on voit, cet appareil, il a une possibilité d'être piloté par ordinateur, USB ou série. D'ailleurs, il le dit bien. Alors, apparemment, il a des SCPI commande référence, mais il y a marqué « Omitted ». Si vous voulez le savoir, contactez le fabricant. Alors, j'étais sur le site du fabricant, qui est un site, alors, soi-disant en anglais et en chinois, et même en anglais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites ou mal traduites. J'ai pas réussi à télécharger quoi que ce soit. Il y a... Pour les contacter, a priori, il n'y a qu'un fax, je n'ai pas trouvé d'email. Et j'ai cherché un peu sur le net, j'ai trouvé aucun soft qui permet de le faire. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour un appareil de ce prix, alors bon, peut-être qu'en cherchant, on trouverait, hein, je veux dire, j'ai pas non plus passé des heures. Et à vrai dire, moi, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais je trouve ça que c'est un peu dommage, parce qu'on n'a pas ni le soft, ni au moins au minimum le protocole d'échange. Pour le piloter, je vois pas tellement comment faire. Alors, voilà, on voit qu'il est en mode local, mais enfin, il le sera toujours. Donc c'est pour ça que j'ai baissé ma note un petit peu dessus. Je veux dire, il y aurait eu un soft avec, bon, en fonction du soft, j'aurais peut-être mis 17 ou même 18, parce que sinon il est plutôt bien. Mais j'ai baissé ma note parce que, bah voilà, il n'y a pas ce soft là. Puis il y a aussi le manque de sérigraphie là. Bon, en réfléchissant 2 secondes, on s'en sort. Mais c'est un petit peu dommage. Et pareil, ici, c'est pas repéré sur les broches. Alors peut-être que je vais lui mettre moi une gaine rouge, ou enfin... Voilà, ça coûtait pas forcément plus cher. Donc je vais lui mettre une note, on va dire, à cause de ça. Je vais mettre, allez, 15. Maintenant, honnêtement, si vous n'avez rien à foutre de le piloter par ordinateur, et puis bon, là, c'est vrai que c'est un peu gênant, mais enfin, c'est pas la mort. C'est quand même un appareil je veux dire, de labo, qui est plutôt bien. De bonne qualité, enfin du moins de l'extérieur, pratique à utiliser avec un bon affichage. Donc, enfin, voilà, j'en suis quand même content. Alors pour finir, allez tiens, on va se le faire à la Dave, là. On va le démonter, on va regarder un petit peu comment c'est fait dedans. Allons-y. Ça se démonte très très facilement, les deux vis sont enlevées, écarter un petit peu la béquille. Et bah, comme on peut le voir, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Il y a cette petite platine là qui contient, on va dire, l'interface série. Là, apparemment, c'est un Max 232 qui fait la liaison avec toute la logique qui se fait manifestement sur cette grande carte de face avant. Hein, on voit le processeur. Donc ça fait à la fois, je veux dire, apparemment la gestion de tout, de l'affichage et du clavier. On a ensuite ici cette platine où on voit l'alimentation. Alimentation qui n'est pas une alimentation à découpage, qui est faite avec ce transfo et ici ces petits régulateurs linéaires. Et ce qui est à mon avis ici une bonne chose, dans la mesure où les alimentations à découpage font beaucoup de parasites. Et à mon avis ici c'est pas forcément souhaitable pour ce genre d'appareil de mesure. Et là on retrouve ce PCB avec ses composants, il y a deux petits relais. Et là un certain nombre de circuits intégrés. Divers et variés. Bon, on voit un petit peu de traces de flux là, mais enfin voilà, globalement
C'est pas mauvais, il n'y a rien à dire. Là, on voit que les BNC là, sont bien reliés avec des câbles blindés à cet endroit-là. Donc, ouais, bon, c'est quand même beaucoup, enfin c'est plein de vide, hein, on va dire. Maintenant, voilà, c'est un peu comme tous ces trucs modernes. Si ça tombe en panne, si on n'a pas le schéma pour réparer ça, à moins d'avoir la chance que ce soit en effet un condensateur ou quelque chose dans l'alimentation facile à réparer, bah, ça se répare pas, quoi. Enfin bon, ça c'est pas propre à cet appareil-là, hein. C'est un peu la plaie des trucs modernes, surtout que bah, ils donnent pas les schémas, hein. Et ce qui vraiment, surtout sur des trucs CMS comme ça, aide pas, hein. Surtout qu'on peut voir quand même que c'est quand même du petit. C'est pas forcément évident de s'y retrouver. Mais enfin voilà, on peut voir quand même que globalement, hein, c'est plutôt de la bonne qualité. Bon, ce qui est un peu bizarre quand même, c'est que ça soit pas plus blindé. Alors c'est quand même blindé parce que la coque de l'appareil est quand même métallique. Donc c'est quand même globalement dans un blindage. Mais ici peut-être que je serais peut-être attendu à avoir un blindage. Bon, si tient ses specs comme ça, c'est que c'est pas vraiment gênant. Voilà pour cette présentation d'aujourd'hui, un petit peu longue encore, hein, je suis désolé, mais enfin, encore une fois, faut prendre le temps de faire bien les choses. Et donc, bah, si vous voulez un appareil de table, faut qu'il, à mon avis, encore un bon rapport qualité-prix, hein, parce que des bons ponts RLC, ça coûte très cher. C'est, à mon avis, un bon candidat. Après, en portable, hein, il y a aussi le DR, la DE5000, hein, que je vous avais aussi montré, qui est aussi un bon appareil, qui est un petit peu moins cher. Il est un peu complémentaire avec celui-là, parce qu'il fait des trucs que celui-là fait pas, et vice-versa, comme on dit. Mais enfin voilà, donc bah, je vous mets le lien en vidéo. Oui, cet appareil, il existe en 3 modèles, qui principalement sont différenciés par la fréquence max, hein. Donc celui-là, il monte, on a vu, à 10 kHz. Il y en a un qui monte à 20 et le plus haut monte à 100, je crois. Bon, enfin bon, ouais, tout dépend vraiment des besoins qu'on a. Ah tiens Maurice, alors tu vas bien? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est un truc chinois. Bah oui, c'est un truc chinois, mais encore une fois, hein, c'est pas parce que c'est chinois que c'est pas bien. De toute façon, il y a plein de choses maintenant qui sont chinoises et qui s'en sortent pas si mal que ça. D'ailleurs, tu vois, il n'y a pas que ça. Tiens, regarde, un truc où je suis pas content. Mes t-shirts, hein, voilà, là pour le coup, je vais vous montrer un truc qui est pas chinois, c'est américain. Et j'avais l'habitude de prendre mes t-shirts chez Sunfrog T-shirt qui faisait des t-shirts de très bonne qualité. Ils étaient chers mais de bonne qualité. Et depuis quelques temps, comme on peut le voir, eh ben, ils ont changé leur fabrication. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Et c'est de la merde. Parce que voilà, le moins de lavage, bah, comme vous pouvez le voir, il y a tout qui se barre. Il y a quelque chose qui n'a pas changé chez le prix, hein. Et là, bah, pour le coup, c'est américain. Et ben, j'en suis pas content du tout. Donc bah, voilà, quand c'est bien, faut le dire, quand c'est pas bien, faut le dire. Mais oui, c'est chinois. Tu connais le proverbe chinois? Hein, il y en a un qui dit, par exemple, si tu te tapes la tête contre un vase et que ça sonne le creux, n'en déduis pas forcément que c'est le vase qui est vide. Pourquoi je dis ça? Bah, réfléchis un peu. Là, bah, ce qui est super, hein, c'est que c'est le mois de mai, et le mois de mai avec ses ponts, ses viaducs qui est là. Je vais avoir quelques jours pour bricoler un peu, et peut-être aussi vous faire des petites vidéos sympas. Comme dirait Dave, je vous attrape la prochaine fois.